La vie ne se gagne pas avec des discours ou des désirs. Elle se gagne avec de la discipline et des habitudes qui soutiennent ton caractère lorsque tout le reste s'effondre. Tu n'as pas besoin que le monde change pour être en paix, tu as besoin de changer toi-même, de l'intérieur, avec des choix fermes que personne ne peut te prendre. Chaque jour est un test. Soit tu maîtrises ton esprit et ton comportement, soit tu finis esclave de la confusion et du bruit venant de l'extérieur. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas là pour te bercer, mais pour te mettre face à la vérité. La clarté mentale, la sérénité et la force intérieure ne viennent pas comme un cadeau. Elles se construisent avec des habitudes stoïciennes, simples mais implacables. Ce ne sont pas des luxes, ce ne sont pas des ornements philosophiques, ce sont des armes pratiques que n'importe qui peut appliquer s'il veut vraiment arrêter de vivre à moitié. Ici, nous allons passer en revue 10 habitudes qui sont les pierres angulaires d'une vie forte. La discipline quotidienne qui façonne ton caractère, le silence qui coupe le bruit et te redonne le contrôle, l'alimentation consciente qui renforce ton corps comme un temple, la lecture qui ouvre l'esprit et le garde affûté, l'exercice qui guérit la faiblesse physique et mentale, la gestion du temps qui t'empêche de le gaspiller comme si ta vie était infinie, la gratitude qui t'ancre dans le présent, l'épargne et le repos qui te préparent pour les défis, la confiance en soi qui te soutient quand tout le monde doute, l'intelligence émotionnelle qui te protège de tes propres impulsions, et la confiance dans le processus qui t'apprend à résister, même quand tu ne vois pas de résultats immédiats. Si tu cherches des raccourcis, ce n'est pas ta place. Mais si tu es prêt à prendre ces pratiques comme des armes quotidiennes, alors reste jusqu'à la fin. Parce que ce qui vient n'est pas de la théorie, ce sont des étapes claires pour transformer la façon dont tu penses, agis et vis. 1. Vivre avec une discipline quotidienne. La discipline est comme un fil invisible qui coupe l'inutile et expose l'essentiel. Imagine un sculpteur qui frappe avec précision la pierre, encore et encore, jusqu'à révéler la figure cachée à l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne la discipline. Elle n'arrive pas avec de grands gestes, mais avec des répétitions constantes, avec la décision ferme de maintenir le bon même lorsqu'il n'y a pas de motivation, même lorsque le confort crie plus fort que la raison. La plupart des gens veulent des résultats sans effort, de la force sans sacrifice, de la clarté sans entraînement. Mais la discipline quotidienne est la base de tout. Sans elle, tout le reste s'effondre. À quoi bon avoir des objectifs si vous n'avez pas la persévérance pour les atteindre? À quoi bon désirer une vie différente si chaque jour vous choisissez la même chose qui vous maintient au même endroit? La discipline ne vous demande pas si vous en avez envie, elle vous ordonne de vous lever, d'agir et de maintenir le cap même si vous ne voyez pas de récompense immédiate. Ce n'est pas une punition, c'est la liberté. L'indiscipliné est prisonnier de ses émotions changeantes, de l'impulsion, de l'excuse, qui le retient toujours au même point. L'individu discipliné, en revanche, devient maître de lui-même. Il décide de se lever tôt, de s'entraîner, de nourrir son esprit, de tenir ses promesses, et il ne le fait pas pour impressionner qui que ce soit, il le fait parce qu'il sait que chaque acte répété façonne son caractère, renforce sa volonté et forge un esprit qui ne se plie pas facilement. Pense à quelqu'un que tu admires vraiment. Cela peut être un philosophe, un athlète, un leader, un artiste. Derrière leur grandeur, il n'y avait pas de chance aveugle ni d'inspiration constante, il y avait de la discipline, des matins d'entraînement, des répétitions infinies, des sacrifices que la plupart des gens ne voient ni ne valorisent. C'est ce qui sépare ceux qui rêvent seulement de ceux qui réussissent. La discipline est le pont entre l'intention et le résultat. Dans ta vie quotidienne, la discipline se traduit par des actions concrètes. Fixer des horaires et les respecter, s'entraîner même si tu n'as pas envie, étudier un peu plus lorsque l'esprit veut t'abandonner, maintenir l'ordre dans ton espace même si la paresse tente de s'imposer. Ce n'est ni grandiose ni spectaculaire, mais c'est ce qui te donne une structure lorsque tout autour semble être le chaos. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que le caprice, tu entraînes ton esprit à résister à la difficulté et à maintenir ce qui compte. Avec le temps,
Tu découvres que tu ne dépends plus de la motivation externe, mais que tu as en toi une force que personne ne peut te prendre. C'est là le véritable pouvoir, non pas que les autres te contrôlent, mais que tu sois maître de toi-même. La discipline quotidienne ne consiste pas à être parfait, mais à ne pas abandonner l'essentiel. Il s'agit de vivre selon une norme plus élevée, avec la conscience que chaque jour est une occasion de se renforcer plutôt que de s'affaiblir. Si tu choisis la discipline, tu choisis de te forger en quelqu'un qui ne s'effondre pas face à la difficulté. Et cela, dans un monde plein de distractions et d'excuses, est un acte de véritable rébellion. 2. Pratiquer le pouvoir du silence. Le silence est comme un océan profond. À la surface, il y a du bruit, des vagues qui se brisent, des tempêtes qui semblent tout dominer. Mais dans les profondeurs règne le calme. Rien ne perturbe sa quiétude. C'est ainsi que fonctionne le silence dans la vie de celui qui le pratique. Alors que le monde est agité par des voix, des opinions et des distractions, en toi existe un espace intact, un refuge où tu peux retrouver clarté et force. Aujourd'hui, nous vivons entourés d'un bruit constant, des écrans allumés, des notifications qui interrompent, des gens qui parlent sans réfléchir et qui s'épuisent dans des discussions inutiles. Ce bruit externe devient un bruit interne. Pensées accélérées, anxiété, confusion. C'est pourquoi le silence n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Le pratiquer, c'est comme nettoyer un verre embué pour voir à nouveau clairement ce qui est devant toi. Le pouvoir du silence ne signifie pas s'isoler du monde, mais entraîner la capacité de se taire, d'observer, d'écouter avant de réagir. Parce que dans le silence, tu apprends à te connaître, à écouter ton propre esprit sans filtre, à reconnaître ce que tu ressens et ce que tu penses vraiment. Beaucoup le craignent parce qu'en se taisant, des vérités inconfortables apparaissent. Insécurité, peur, souvenirs non résolus. Mais c'est justement là sa force, en t'obligeant à affronter ce que le bruit cache. Le silence est aussi une stratégie. Un mot mal dit peut détruire une relation. Une impulsion verbale peut ruiner des opportunités. Se taire au bon moment est une arme qui protège ton énergie et ta dignité. Tu n'as pas à répondre à chaque provocation. Tu n'as pas à donner ton avis dans chaque conversation. Garder le silence est parfois la manière la plus forte de démontrer le contrôle. Le sage choisit quand parler parce qu'il comprend que chaque mot a du poids et ne se gaspille pas en banalité. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des actions simples. Se réveiller et passer quelques minutes sans distraction, sans téléphone, juste avec toi-même. Écouter vraiment les autres, sans préparer la réponse, avant qu'ils aient fini de parler. Éviter de discuter par orgueil et choisir de garder le silence quand tu sais que l'autre personne ne cherche pas à comprendre, mais à gagner. Créer des espaces quotidiens de calme, où ton esprit peut se reposer du bruit extérieur. Celui qui pratique le silence se distingue des autres parce qu'il transmet une force intérieure. Il n'a pas besoin de crier pour être entendu. Il ne cherche pas la validation avec chaque mot. Il ne s'épuise pas à s'expliquer. Sa seule tranquillité parle plus fort que 1000 discours. Et quand il décide de parler, ses mots ont de l'impact parce qu'ils ne sont pas remplis de bruit, mais de sens. Dans un monde qui récompense celui qui parle le plus, qui expose le plus, choisir le silence est un acte de rébellion. Cela ne signifie pas que tu es faible, cela signifie que tu sais quand réserver ton énergie et quand la libérer avec précision. Si tu apprends à vivre avec cette capacité, ta vie cessera d'être contrôlée par le bruit et tu commenceras à te déplacer avec l'assurance de celui qui écoute, observe et domine avant d'agir. 3. Se nourrir en conscience. Le corps est comme un temple qui reflète ce qui y entre. Si tu remplis ses murs de feu, de fumée et de négligence, tôt ou tard, il s'effondre. Mais si tu le nourris avec respect, force et équilibre, il devient une forteresse capable de résister au passage du temps et au poids des batailles quotidiennes. Ce que tu choisis de mettre dans ta bouche n'est pas un détail mineur, c'est un acte qui conditionne ton énergie, ta clarté et même ton caractère. Manger n'est pas seulement apaiser la faim.
Manger est une décision qui parle de la façon dont tu te traites toi-même. Beaucoup vivent en pilote automatique. Ils mangent vite. Ils mangent la première chose qu'ils trouvent. Ils mangent ce que les autres leur imposent comme mode ou ce que la publicité leur vend comme plaisir immédiat. Cette inconscience vole la vitalité, génère de la lourdeur et empoisonne peu à peu l'esprit. Car ce que tu endommages dans le corps se reflète inévitablement dans ton humeur et ta façon de penser. Le stoïcisme nous enseigne à être maître de ce qui dépend de nous. Et l'alimentation est l'un de ces domaines où tu ne peux blâmer ni le destin ni le hasard, car c'est toi qui décides de ce que tu mets dans ton assiette. Manger en conscience ne signifie pas être obsédé par des règles strictes ou transformer la nourriture en punition. Cela signifie comprendre que chaque bouchée est un vote en faveur de ta force ou de ta faiblesse. Quand tu choisis de te nourrir en conscience, ton énergie change. Tu commences la journée léger, concentré, capable de mieux performer au travail, dans les études ou à l'entraînement. Tes émotions se stabilisent parce que tu n'es pas en guerre interne avec la fatigue générée par l'excès ou avec l'apathie laissée par le désordre. Ton esprit s'éclaircit parce que le corps cesse d'être un poids mort et devient un allié. Pense à combien de fois le désordre alimentaire devient une excuse. Je suis fatigué parce que j'ai trop mangé. Je ne peux pas me concentrer parce que j'ai sommeil. Je n'ai pas d'énergie parce que j'abuse de ce qui me donne du plaisir immédiat. Cette chaîne de justification naît à table. Et de la même manière, la discipline s'entraîne aussi à table. Choisir ce qui nourrit plutôt que ce qui séduit, contrôler les portions, écouter le corps, plutôt que de manger par anxiété. Pratiquer cette habitude au quotidien peut être simple. Manger lentement, apprécier ce que tu mets dans ta bouche plutôt que de le dévorer. Boire de l'eau au lieu de recourir à ce qui intoxique. Réduire ce que tu sais qui te vole de l'énergie, même si cela te procure du plaisir sur le moment. Organiser tes horaires de repas pour que ton corps comprenne qu'il y a de l'ordre dans ta vie. Chaque geste, aussi minime soit-il, contribue à la maîtrise de soi. Se nourrir en conscience est une forme de respect de soi. C'est te rappeler que ton corps est l'instrument avec lequel tu affrontes la vie et que si tu le négliges, tu paieras le prix à chaque décision, à chaque action et à chaque bataille que tu devras mener. Le stoïcien ne cherche pas le plaisir dans l'excès, il cherche la force dans la juste mesure. Et c'est là que réside la véritable liberté, ne pas dépendre de ce qui fait mal, mais renforcer ce qui soutient. 4. Lire tous les jours. L'esprit est comme un muscle caché. Si tu ne l'entraînes pas, il s'atrophie, devient lent, lourd, incapable de soutenir des idées fermes. Lire est l'exercice invisible qui renforce ce muscle. C'est la nourriture de l'esprit qui ne se voit pas mais qui se ressent dans chaque décision, dans chaque mot et dans chaque façon d'affronter la vie. Celui qui ne lit pas se condamne à vivre avec les mêmes pensées de toujours, piégé dans un cercle étroit où n'entre pas d'air nouveau. Lire tous les jours ne signifie pas accumuler des livres comme des trophées ni se vanter de connaissances. Cela signifie ouvrir des fenêtres, laisser d'autres voix, d'autres esprits et d'autres expériences entrer dans le tien. Chaque page est un pont vers une idée différente, vers un angle que tu n'avais pas considéré. Et lorsque tu entraînes ton esprit de cette manière, tu découvres que les problèmes qui semblaient géants se réduisent parce que tu as plus de ressources pour les affronter. La lecture n'est pas un divertissement vide, c'est une arme. Avec elle, tu apprends à remettre en question ce que tu entends, à ne pas accepter des vérités sans les examiner, à reconnaître les pièges émotionnels et à garder ton calme lorsque tout autour de toi est en désordre. Chaque paragraphe que tu absorbes avec attention est comme une pièce qui s'ajoute à ton armure mentale. C'est pourquoi ceux qui lisent régulièrement parlent plus clairement, pensent plus fermement et se déplacent avec plus de confiance. L'habitude de lire ne nécessite pas des heures interminables, ni des bibliothèques infinies. Elle nécessite de la constance. 10 ou 15 minutes par jour suffisent pour semer de nouvelles idées qui, avec le temps, transforment ta façon de voir le monde. Il s'agit de choisir des lectures
qui te renforcent, qui te défient, qui élargissent ton esprit au lieu de l'endormir. Philosophie, histoire, science, biographie, textes qui te poussent à penser au-delà de l'immédiat. En pratique, lire tous les jours est une forme de discipline. C'est éteindre le bruit des réseaux pendant quelques minutes. C'est s'asseoir avec un livre au lieu de chercher une distraction facile. C'est choisir la nourriture mentale plutôt que les déchets qui ne font que remplir sans nourrir. Et avec le temps, tu remarqueras que ton esprit devient plus agile, plus analytique, moins vulnérable à la tromperie et mieux préparé pour la vie réelle. Celui qui lit tous les jours ne vit pas 2 fois, il vit 1000 fois. Car chaque auteur lui prête ses yeux et chaque histoire lui prête ses batailles. Celui qui ne lit pas s'enferme dans une pièce sombre avec ses propres pensées répétées. Celui qui lit ouvre des portes et devient plus libre, car il ne dépend plus seulement de ce qu'il expérimente, mais absorbe la sagesse de ceux qui ont marché avant lui. Lire tous les jours, c'est te rappeler que ton esprit mérite d'être entraîné. Parce qu'un corps fort sans un esprit clair est fragile. Et un esprit entraîné, nourri par la lecture, est la meilleure défense contre l'ignorance, la manipulation et la médiocrité. 5. Faire de l'exercice une médecine. Le corps est comme une forge. Si tu ne l'exposes pas au feu et au marteau, il rouille, se brise et devient faible. L'exercice est ce feu contrôlé qui durcit tes muscles, aiguise ta résistance et prépare ton esprit à ne pas abandonner au milieu de la difficulté. Il ne s'agit pas d'esthétique ou de vanité, il s'agit de survie. Un corps négligé est une ancre qui entraîne ton esprit vers l'apathie, mais un corps entraîné devient un allié qui soutient tes décisions les plus fermes. Faire de l'exercice une médecine signifie comprendre que chaque mouvement est une dose de force contre la fragilité, un bouclier contre l'usure et un investissement en clarté mentale. Parce que l'exercice ne renforce pas seulement les os et les muscles, il nettoie aussi l'esprit du brouillard de l'anxiété, libère la tension accumulée et rend la concentration que le chaos quotidien vole. Une promenade, quelques flexions, une routine simple peuvent être plus thérapeutiques que n'importe quelle excuse déguisée en repos éternel. La discipline physique ne dépend pas de la motivation, elle dépend de la décision. Celui qui attend d'avoir envie ne commence jamais, tandis que celui qui comprend la valeur de l'exercice en fait une partie de sa vie quotidienne, comme manger ou dormir. Et avec le temps, il découvre que cet effort n'est plus un sacrifice, mais une source d'énergie qui le pousse à être plus productif, plus résistant et plus stable. Tu n'as pas besoin d'une salle de sport coûteuse, ni de routine compliquée. Tu as besoin de constance. L'exercice pratique consiste à sortir courir, à soulever ton propre poids, à bouger avec intensité, à garder ton corps actif au lieu de le laisser sombrer dans l'inertie. Chaque goutte de sueur est un signe que tu expulses la faiblesse, que tu rappelles à ton corps qu'il n'a pas été créé pour le confort éternel, mais pour l'effort qui le maintient en vie. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des décisions petites mais puissantes. Utiliser les escaliers au lieu de l'ascenseur, marcher quand tu peux le faire, consacrer une demi-heure à bouger au lieu de te plonger dans l'écran. Ce sont des choix simples qui, accumulés, changent ton état physique et mental. Parce que le corps entraîné ne résiste pas seulement plus longtemps, il pense aussi mieux, réagit plus calmement et affronte l'adversité avec plus de fermeté. L'exercice est une médecine parce qu'il prévient la maladie de la faiblesse, parce qu'il guérit l'apathie et parce qu'il renforce ton caractère. Le stoïcien comprend qu'un esprit fort a besoin d'un corps qui l'accompagne. Ce n'est pas un culte de la forme, c'est un respect pour l'outil avec lequel tu traverses la vie. Si tu prends soin de ton corps avec le mouvement, tu le transformes en un champ fertile pour la discipline et la résilience. Et dans un monde qui célèbre le confort, entraîner ton corps est un acte de rébellion qui te rend le pouvoir. 6. Gérer le temps avec sagesse. Le temps est comme du sable qui s'écoule entre les doigts. Peu importe combien tu essaies de l'arrêter, chaque grain tombe et ne revient pas. Ce que tu fais avec ces instants définit qui tu es et ce que tu deviens. Le problème est que la plupart des gens vivent comme si le sable était infini, le gaspillant en distractions, en conversations sans intérêt et en activités qui ne laissent rien derrière elles.
Et quand il se réveille, il réalise que des années entières se sont écoulées dans des choses triviales. Gérer le temps avec sagesse ne signifie pas vivre avec obsession ni remplir chaque minute de tâches. Cela signifie donner la priorité à ce qui soutient vraiment ta vie et arrêter de le perdre dans ce qui draine ton énergie. Parce que le temps est la seule monnaie que tu ne peux pas récupérer. Tu perds de l'argent et tu le regagnes. Tu perds des objets et tu peux les remplacer, mais tu perds un jour et il n'y a pas moyen de revenir en arrière. C'est le rappel le plus brutal qu'un stoïcien porte avec lui. La vie est finie et chaque instant compte. Celui qui ne sait pas gérer son temps finit par être l'esclave du temps des autres. Il vit en courant après des urgences qui ne sont pas les siennes, pris au piège dans des engagements qui ne nourrissent pas son esprit, épuisé par des distractions qui lui volent ce qu'il a de plus précieux. C'est pourquoi la gestion du temps n'est pas un luxe pour les organiser, c'est une nécessité pour quiconque veut vivre avec un but. En pratique, gérer le temps avec sagesse signifie apprendre à dire non. Non à ce qui vole de l'énergie, non à ce qui ne te rapproche pas de tes objectifs, non à ce qui te fait perdre des heures dans ce qui n'a pas d'importance. Cela signifie aussi structurer tes journées, établir des horaires, diviser les tâches, donner de l'espace au repos et à la réflexion. L'ordre dans ton agenda est le reflet de l'ordre dans ton esprit. Chaque matin, tu devrais te demander « Quelles actions d'aujourd'hui me rapprochent de la vie que je veux ?» Cette question est un filtre qui t'empêche de tomber dans l'automatisme. Parce que si tu ne décides pas quoi faire de ton temps, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et quand tu cèdes ce pouvoir, tu perds lentement ta liberté. La sagesse dans le temps est aussi dans l'équilibre. Tout n'est pas travail et tout n'est pas repos. La clé est de reconnaître quand pousser fort et quand s'arrêter pour récupérer de l'énergie. Cet équilibre n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie pour soutenir le chemin à long terme. Le temps est le champ de bataille le plus silencieux, et celui qui le gère bien ne vit pas en courant, ni ne se plaint de ne pas avoir assez d'heures. Il vit avec clarté, avec intention et avec la certitude que chaque jour est investi dans ce qui compte vraiment. Au final, la différence entre une vie vide et une vie pleine ne réside pas dans combien de temps tu as, mais dans la façon dont tu choisis de le dépenser. 7. Ancrer la vie dans la gratitude. La gratitude est comme une ancre au milieu d'une tempête. Lorsque la mer de la vie est agitée par des problèmes, des pertes ou des incertitudes, l'ancre maintient ton bateau et empêche les vagues de t'entraîner vers le chaos. Elle n'apaise pas la tempête, mais elle te maintient stable. Vivre sans gratitude, c'est naviguer sans cap, toujours à la merci du vent, toujours insatisfait de ce que tu as et désirant ce qui manque. Beaucoup pensent que la gratitude est un geste doux, une simple courtoisie. La vérité est que c'est un acte de force. Elle nécessite la capacité de t'arrêter au milieu du bruit pour reconnaître ce que tu as, même si c'est peu, et comprendre que tout ce que tu possèdes n'est pas un droit automatique. L'air que tu respires, les personnes qui t'accompagnent, les opportunités qui ont croisé ton chemin, tout cela aurait pu ne pas exister. Le reconnaître ne t'affaiblit pas, il te réveille. Le stoïcien comprend que la vie est pleine de ce qu'on ne contrôle pas. Tu ne peux pas éviter les pertes, les échecs ou les injustices, mais tu peux décider comment les affronter. La gratitude fonctionne comme un bouclier qui n'élimine pas la douleur, mais la rend supportable. Elle te rappelle qu'il reste toujours quelque chose à apprécier, même dans le pire. Cela peut être une leçon apprise, une personne qui ne t'a pas abandonné, ou simplement l'opportunité de continuer à respirer pour essayer à nouveau. Pratiquer la gratitude ne signifie pas nier les problèmes, ni feindre le bonheur. Cela signifie maintenir la perspective. C'est voir le verre à moitié plein, sans oublier qu'il est aussi à moitié vide, mais en choisissant de te concentrer sur ce qui soutient ta vie plutôt que sur ce qui la détruit. Et ce choix, répété chaque jour, change la façon dont tu perçois la réalité. Là où d'autres voient le manque, tu vois l'apprentissage. Là où d'autres se plaignent seulement, tu trouves des raisons d'avancer. Dans la vie quotidienne, t'ancrer dans la gratitude se traduit par des rituels simples mais puissants. Au réveil, au lieu de commencer par des plaintes,
Reconnaître 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Elles peuvent être minimes, comme le toit qui te couvre, la santé que tu as ou l'opportunité d'essayer à nouveau. En fin de journée, revoir ce qui s'est passé et remercier même les obstacles, car ils font partie de la formation de ton caractère. La gratitude renforce également les relations. Un mot sincère de reconnaissance envers quelqu'un qui te soutient ou un geste de remerciement peut transformer des liens et créer une confiance durable. Lorsque tu vis en remerciant plutôt qu'en exigeant, tu cesses de voir les autres comme des débiteurs de ton bonheur et tu commences à construire des connexions plus saines et réelles. Mais la gratitude n'est pas seulement envers les autres, elle est aussi envers toi-même. Reconnaître tes progrès, tes efforts, même les petits pas, te rappelle que tu es en train de grandir. Cette perspective t'empêche de vivre en pensant que rien n'est suffisant et te donne la motivation de continuer à construire sans déprécier ce que tu as déjà accompli. Dans un monde qui encourage la plainte et la comparaison constante, la gratitude est un acte de rébellion. Elle te recentre, te protège du ressentiment et te donne la force de résister quand il semble que tout manque. Car celui qui est reconnaissant ne vit pas dans la pénurie, il vit dans l'abondance. Et cette abondance ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu reconnais comme précieux. 8. Cultiver la confiance en soi. La confiance en soi est comme une armure invisible. On ne la voit pas, mais quand tu la portes, rien ne parvient à te blesser avec la même force. Sans elle, toute critique traverse ta peau, tout échec devient un coup mortel, toute opinion étrangère dicte ta valeur. Avec elle, en revanche, tu marches droit, conscient que tu n'es pas parfait, mais capable de faire face à tout ce qui vient. Beaucoup pensent que la confiance vient de l'extérieur, comme si les applaudissements ou les validations des autres la donnaient. C'est l'erreur qui les maintient fragiles. La véritable confiance en soi naît de l'intérieur, dans la répétition d'actes qui démontrent, d'abord à toi-même, que tu peux accomplir ce que tu te proposes. Elle ne se construit pas avec des discours motivants, elle se construit par une action constante. Chaque fois que tu relèves un défi, chaque fois que tu tiens ta promesse, chaque fois que tu te relèves après une chute, tu construis cette armure qui te soutient. Le stoïcien sait que la vie n'est pas exempte de coups. Il y aura des jours d'échec, des moments où tout s'effondre. C'est là que la confiance en soi fait la différence. Ce n'est pas croire que rien ne peut mal tourner, c'est savoir que même si tout échoue, tu auras la force de recommencer. Cette conviction ne s'improvise pas. Elle se travaille comme on travaille un muscle. Cultiver la confiance en soi au quotidien implique de te parler fermement au lieu de répéter des discours de défaite. Cela implique d'oser prendre des décisions même si tu n'as pas de garantie de réussite. Cela implique de reconnaître tes erreurs sans te détruire pour elles, parce que tu sais que te tromper ne te définit pas, ce qui te définit, c'est la façon dont tu te relèves. La confiance en soi n'est pas de l'arrogance. L'arrogant dépend tellement du regard extérieur qu'il crie et se vante pour convaincre les autres. Le confiant n'a pas besoin de bruit. Sa sécurité se reflète dans ses actes. Il parle quand c'est nécessaire, avance sans demander la permission, affronte les défis avec calme. Ce calme vient de la certitude qu'il a déjà prouvé sa force dans de petites batailles quotidiennes. Un exercice pratique est de se rappeler chaque jour ce que tu as déjà accompli. Non pas pour vivre dans le passé, mais pour rappeler à ton esprit que tu es plus fort que tu ne le penses. Une autre pratique est de te lancer dans ce que tu crains au lieu de l'éviter, car chaque peur surmontée est une brique de plus dans la construction de ta confiance. Dans un monde qui essaie de briser ta sécurité avec des comparaisons et des critiques, cultiver la confiance en soi est un acte de résistance. C'est te dire « je n'ai pas besoin d'approbation externe pour savoir qui je suis », parce que la vraie confiance ne dépend du regard de personne, elle dépend de ta conviction que, quoi qu'il arrive, tu auras la force de te soutenir. 9. Gérer les émotions avec intelligence. Les émotions sont comme des chevaux sauvages. Si vous les laissez courir sans contrôle, ils vous entraînent dans n'importe quelle direction, même vers le précipice. Mais si vous apprenez à tenir les rênes, ces mêmes chevaux deviennent une force qui vous propulse avec vitesse et puissance vers l'endroit où vous voulez vraiment aller.
La différence ne réside pas dans l'émotion elle-même, mais dans la façon dont vous décidez de la gérer. Beaucoup de gens pensent que vivre intensément signifie se laisser emporter par ce qu'ils ressentent, réagir sans filtre et le justifier par des phrases comme « c'est comme ça que je suis » ou « je ne peux pas m'en empêcher ». C'est la recette parfaite pour l'autodestruction et la rupture des liens, car celui qui ne sait pas gérer ses émotions finit par en être l'esclave. Un jour, la colère lui fait perdre des opportunités. Un autre jour, la tristesse l'empêche d'avancer. Un autre jour, l'euphorie le pousse à prendre des décisions qu'il regrettera plus tard. Le stoïcien ne nie pas les émotions, ni ne les réprime jusqu'à les éteindre. Il reconnaît que ressentir fait partie de la nature humaine, mais il comprend aussi que tout ce qui est ressenti ne doit pas se transformer en action immédiate. Gérer les émotions avec intelligence signifie créer un espace entre ce qui se passe et votre réponse. Créer une marge où la raison, le calme et la clarté entrent en jeu. Cette marge est ce qui sépare le sage de l'impulsif. En pratique, cela implique de s'arrêter avant de réagir. Compter jusqu'à 10, respirer profondément, laisser passer la première vague de colère ou d'anxiété. Cela implique aussi de vous observer avec honnêteté. Quelle est l'émotion qui est vraiment derrière? Souvent, la colère est de la peur déguisée. Souvent, la tristesse est de l'épuisement accumulé. Nommer ce que vous ressentez est déjà un acte de contrôle, car il transforme ce qui est flou en quelque chose de conscient. Gérer avec intelligence ne signifie pas éliminer les émotions. Cela signifie les canaliser. La colère peut être utilisée comme moteur pour changer ce qui ne va pas. La peur peut se transformer en prudence, la tristesse en empathie, la joie en énergie à partager. La clé est de ne laisser aucune émotion être le maître absolu de vos actes. C'est vous qui décidez où diriger cette force. Dans la vie quotidienne, pratiquer cette habitude se traduit par écrire ce que vous ressentez au lieu de l'exploser dans une discussion. Parler calmement quand l'émotion demande à crier, prendre un moment avant de répondre à un message qui pourrait déclencher un conflit. L'insécurité n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas une personne qui te pointe du doigt, ni une voix qui te critique. C'est une prison que tu construis toi-même dans ton esprit. Chaque brique sont les pensées que tu répètes sans questionner. Chaque mur que tu construis avec la comparaison constante, avec la peur du jugement et avec le besoin d'approbation. Et le plus cruel est que cette prison n'a pas de verrou. C'est toi qui décides de rester enfermé ou de sortir une fois pour toutes. Les stoïciens l'ont compris avec une brutalité claire. Marc Aurèle a écrit que la vie de l'homme est faite de ce qu'il pense. Et cela signifie que si ton esprit est dominé par des doutes et des peurs, toute ta vie se sentira dominée par l'insécurité. La véritable bataille ne se déroule pas devant les autres, elle se déroule en toi, dans ce dialogue silencieux qui dicte si tu avances avec assurance ou si tu recules par peur. Je te parlerai crûment, car l'insécurité ne se brise pas avec des caresses, elle se brise avec clarté et action. Je te montrerai comment entraîner ton esprit, comment utiliser la dichotomie du contrôle, comment transformer la peur en ton maître et comment construire des habitudes qui renforcent ton identité jusqu'à ce que ta sécurité cesse d'être un désir et devienne un fait. Si tu décides d'écouter jusqu'à la fin, tu comprendras que l'insécurité n'est pas une destination, c'est une illusion. Et chaque jour, avec tes pensées et tes actes, tu décides si tu restes prisonnier d'elle ou si tu te libères pour marcher avec assurance vers ta véritable force intérieure. 1. Reconnais que l'insécurité est une création de ton esprit. L'insécurité est comme une épaisse fumée qui envahit une pièce. Elle n'a pas de forme solide, tu ne peux pas la saisir avec tes mains, mais elle t'étouffe, brouille ta vue et te fait trébucher sur tes propres pas. Cette fumée n'apparaît pas parce que le monde l'a mise là. Elle surgit en toi. Elle s'étend à chaque pensée de doute, à chaque comparaison inutile et à chaque fois que tu te préoccupes plus de ce que les autres pensent que de ce que tu es vraiment. Et l'ironie est que la porte de cette pièce a toujours été ouverte, mais comme tu es habitué à respirer la fumée, tu finis par croire que tu ne peux pas sortir.
La première étape pour surmonter l'insécurité est d'accepter qu'elle n'est pas un monstre extérieur, ni un ennemi avec un visage défini. C'est une création de ton esprit. Marc Aurèle disait que la vie est faite de ce que tu penses. Et si tes pensées sont faibles, ta vie se sentira faible. Mais si tu entraînes ton esprit à voir clairement, alors rien d'extérieur ne pourra te renverser. L'insécurité ne vient pas des paroles des autres, elle vient de la façon dont tu choisis de les interpréter et de les répéter en toi. Sénèque l'expliquait durement, nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Et c'est vrai. La plupart de tes peurs ne se réalisent pas. La plupart des jugements que tu crains n'existent même pas. Mais ton esprit les transforme en un film que tu répètes jusqu'à croire qu'il est réel. C'est la prison invisible de l'insécurité. Une prison où la clé est dans ta poche, mais tu n'oses pas l'utiliser. Pour reconnaître que l'insécurité naît dans ton esprit, tu dois observer ton dialogue interne avec courage. Combien de fois par jour te dis-tu que tu n'es pas assez, que tu ne peux pas, que tu n'es pas à la hauteur? Chaque phrase de ce type est une brique de plus dans le mur de ta propre prison. Et le problème est que tant que tu n'identifies pas que ces pensées ne sont pas la vérité, mais de simples interprétations, tu continueras à alimenter la fumée qui t'empêche de respirer. Épictète affirmait que ce qui compte n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu l'interprètes. Voici la racine de tout. Deux personnes peuvent recevoir la même critique, l'une s'effondre et l'autre grandit. La différence n'est pas dans la critique, mais dans l'esprit qui la reçoit. L'insécurité n'est pas le coup du monde, c'est la façon dont tu décides de le recevoir et de le répéter jusqu'à te convaincre que tu es faible. Si tu veux commencer à démolir cette construction mentale, pratique l'observation consciente. Chaque fois qu'une pensée d'insécurité apparaît, ne la rejette pas et ne la nourris pas. Regarde-la simplement et reconnais qu'elle est une création de toi. Dis-toi, ce n'est pas un fait, c'est une pensée. Et je peux choisir de la soutenir ou de la laisser aller. Des auteurs modernes comme Ryan Holiday insistent sur le fait que l'obstacle est le chemin. L'insécurité, loin d'être un ennemi, peut devenir le terrain d'entraînement parfait pour forger ton caractère. James Clear rappelle que les habitudes façonnent ton identité. Et voici la clé. Chaque fois que tu agis avec assurance, alors que ton esprit doute, tu crées une nouvelle habitude. Tu renforces l'idée que tu peux te faire confiance. L'insécurité ne disparaît pas avec un tour de passe-passe. Elle s'affaiblit avec des actions quotidiennes qui réaffirment ta valeur. 2. Pratique chaque jour la dichotomie du contrôle. Pense à un navigateur en pleine mer. Il peut ajuster les voiles, diriger le gouvernail, lire les courants et se préparer à la tempête. Mais il ne pourra jamais contrôler ni le vent, ni la force des vagues. S'il s'obsède à vouloir changer ce qui n'est pas entre ses mains, il s'épuise, se frustre et finit par sombrer dans son propre désespoir. En revanche, s'il concentre toute son énergie sur ce qu'il peut réellement gérer, il avance avec assurance même dans des eaux tumultueuses. Ainsi va la vie et ainsi fonctionne l'insécurité. Une partie dépend de toi, l'autre jamais. La différence réside dans la capacité à les distinguer. La dichotomie du contrôle est l'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme et en même temps l'un des plus ignorés. Épictète l'a exprimé clairement. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Notre esprit s'affaiblit lorsqu'il cherche à saisir l'incontrôlable, lorsqu'il se fatigue à vouloir que les autres pensent d'une certaine manière, que les circonstances soient toujours favorables ou que l'avenir s'aligne sur nos plans. Cette obsession pour l'extérieur nourrit l'insécurité, car il y aura toujours quelque chose que tu ne pourras pas maîtriser. L'insécurité s'accroît quand tu fondes ta valeur sur ce que tu ne contrôles pas. Tu te demandes si tu plairas, si l'on t'acceptera, si l'on ne critiquera pas ce que tu fais. Mais la vérité, c'est que tu ne pourras jamais contrôler le jugement des autres, pas même de ceux que tu aimes le plus. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ton effort, ton intention, ta discipline et la manière dont tu réagis à ce qui survient. Marc Aurèle écrivait que l'esprit peut s'adapter à toutes circonstances,
à condition de se souvenir que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur son fort intérieur. Sénèque avertissait que celui qui craint l'avenir se tourmente 2 fois, une dans l'imagination et une autre dans la réalité. Et cela arrive parce qu'au lieu d'agir sur le présent, tu gaspilles ton énergie dans des scénarios qui échappent à ton contrôle. Reconnaître la dichotomie du contrôle, c'est comme ouvrir les yeux dans l'obscurité. Tu comprends que la peur était plus grande dans ton esprit que dans la réalité. Pour que cette idée devienne une partie de toi, tu dois en faire une habitude. James Clear rappelle qu'une habitude ne naît pas d'un coup, elle se construit par la répétition. Exerce-toi chaque jour. Écris 3 choses qui dépendent de toi et 3 qui n'en dépendent pas. Par exemple, il dépend de toi d'étudier, de te préparer, d'agir avec intégrité. Il ne dépend pas de toi que les autres le reconnaissent, que le résultat soit immédiat ou que tout le monde approuve ton chemin. En répétant cette pratique, ton esprit se renforce et ton insécurité diminue, car tu ne portes plus le poids de l'impossible. La dichotomie du contrôle est l'outil qui distingue l'esclave de l'homme libre. L'insécure vit enchaîné à ce qu'il ne peut maîtriser. Le fort se consacre à ce qu'il peut transformer. Chaque jour, tu as ce choix. Tu peux te perdre dans la tempête en mer ou devenir le navigateur qui ajuste ses voiles sans craindre le vent. Et ce simple acte de distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas est la porte vers une sécurité intérieure que rien ni personne ne peut t'arracher. 3. Transforme la peur en un maître. La peur est comme un gardien qui se place à l'entrée de chaque porte importante de ta vie. Il ne crie pas, il ne pousse pas, il est simplement là, immobile, attendant. Et c'est toi qui décides si tu recules et cherches un chemin plus facile, ou si tu l'affrontes et découvres ce qui se cache derrière. La plupart fuient, croyant que le gardien est un ennemi, alors qu'en réalité, sa seule fonction est de te montrer où se trouve la frontière de ta croissance. Le stoïcisme ne demande pas que tu ignores la peur, il demande que tu la regardes en face. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons d'elles. Il en va de même pour la peur, ce n'est pas l'événement qui te paralyse, c'est l'histoire que ton esprit crée autour de lui. Cette histoire est celle que tu dois apprendre à réécrire, transformant la peur en un signal de ce qui compte, plutôt qu'en une barrière qui te condamne à rester au même endroit. Marc Aurèle disait que ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Si quelque chose te fait peur, c'est probablement parce qu'il a la capacité de te faire grandir. La peur n'apparaît pas dans les zones de confort, elle apparaît à la limite de tes limites. Chaque fois que tu choisis de l'affronter, tu ne surmontes pas seulement la situation, tu entraînes aussi ton caractère à ne pas s'effondrer à la première difficulté. Sénèque, avec son brutale honnêteté, affirmait que nous avons souvent plus peur que nécessaire. Et il avait raison. Combien d'opportunités as-tu laissé passer en imaginant des scénarios pires que ceux qui se sont réellement produits? La peur anticipe des tempêtes qui arrivent rarement. Mais si tu restes à attendre, tu perds le bateau qui était déjà prêt à partir. La clé est de transformer la relation que tu as avec la peur. Au lieu de la voir comme un obstacle, considère-la comme un maître qui vient tester ta volonté. Ryan Holiday rappelle que l'inconfort est la matière première de la croissance. James Clear souligne que les habitudes qui nous renforcent le plus sont souvent celles qui génèrent le plus de résistance au début. Cette résistance est de la peur déguisée. Si tu la prends comme un signe que tu es sur la bonne voie, tu apprendras à l'utiliser comme guide. En pratique, commence par t'exposer peu à peu à ce qui t'intimide. Il ne s'agit pas de te lancer immédiatement dans la situation la plus grande, mais d'entraîner ton esprit à tolérer l'inconfort. Cette exposition consciente est comme une salle de sport mental. Chaque fois que tu affrontes une petite peur, tu renforces la confiance pour affronter les grandes. Robin Sharma le dit clairement, le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. Transformer la peur en maître signifie accepter qu'elle sera toujours présente, parce qu'il y aura toujours quelque chose à perdre, quelque chose à risquer ou quelque chose à défier.
Mais au lieu de laisser la peur te dominer, tu peux choisir de l'écouter comme une voix qui indique la prochaine étape vers ta croissance. La peur sera le gardien à chaque porte, mais elle sera aussi la preuve que derrière cette porte, il y a quelque chose de précieux qui t'attend, et tu le sais. 4. Entraîne ton esprit avec une exposition consciente. L'esprit ressemble à un muscle que tu n'entraînes jamais. Si tu soulèves toujours le même poids et que tu ne montes jamais la résistance, ce muscle reste faible, incapable de répondre lorsque la vie exige plus de toi. Il en va de même pour l'esprit. Si tu évites tout ce qui est inconfortable, tout ce qui te dérange même un peu, ce que tu fais, c'est entraîner ton insécurité plutôt que ta force. Le résultat est évident. Toute critique te brise, tout échec te paralyse, tout regard te dérange. Le stoïcisme enseigne que la seule façon de devenir fort est de faire face consciemment à ce que tu crains. Épictète le résumait en une idée claire. Ce que tu supportes avec patience devient plus léger. Cela ne signifie pas te jeter dans le désespoir ou vivre à la recherche de la douleur. Cela signifie t'exposer à de petites doses d'inconfort, jusqu'à ce que ton esprit comprenne qu'il n'y a rien à craindre. Tout comme un soldat qui s'entraîne dans l'arène avant d'entrer en guerre, tu entraînes ton caractère avant que la vie réelle ne te mette à l'épreuve. Marc Aurèle, dans ses méditations, répétait qu'on ne peut échapper à ce qui est naturel. La douleur, le rejet, la critique, l'incertitude font partie de la vie. Si tu les fuis, tu deviens un prisonnier de ta propre peur. Mais si tu décides de les affronter, même dans de petites pratiques quotidiennes, tu découvres que ton esprit se durcit sans perdre sa sensibilité. Sénèque l'appelait « premeditatio malorum », anticiper ce qui peut arriver, non pas pour souffrir à l'avance, mais pour réduire l'impact quand cela se produit. C'est l'essence de l'exposition consciente, te préparer aujourd'hui pour ce qui pourrait te renverser demain. En pratique, cela signifie te mettre à l'épreuve dans des scénarios contrôlés. Parler en public, même si ta voix tremble. Exprimer ton opinion, même si tout le monde n'est pas d'accord. Faire quelque chose de nouveau, même si l'erreur est presque certaine. Chacune de ces actions est comme soulever un poids supplémentaire dans la salle de sport mental. James Clear explique que l'identité se renforce par la répétition. Chaque fois que tu t'exposes, même si c'est un petit pas, tu envoies un message à ton esprit. Je suis capable, je peux le supporter, je ne vais pas me briser. Entraîner ton esprit avec une exposition consciente est un acte de courage quotidien. N'attends pas que la vie te pousse avec violence, pousse-toi toi-même avant. L'insécurité perd de sa puissance lorsque tu t'habitues à regarder en face ce que tu évitais auparavant. Chaque petite exposition devient un vaccin contre la peur. Et plus tu le pratiques, plus la certitude qu'aucune situation extérieure n'est capable de renverser quelqu'un qui a entraîné son esprit à résister sera forte. 5. Construis des habitudes qui renforcent ton identité. Ton identité est comme un mur, et chaque habitude que tu répètes est une brique que tu places dessus. Si chaque jour tu répètes des habitudes faibles, tu construis un mur fragile qui s'effondre au premier coup de vent. Mais si chaque jour tu places des briques fermes, solides et bien assises, ce mur devient un refuge sûr contre les tempêtes de l'insécurité. La différence ne réside pas dans les grands gestes ni dans les discours motivants, elle réside dans ce que tu fais tous les jours sans que personne ne te regarde. Le stoïcisme enseigne que ce n'est pas ce que tu dis que tu es, mais ce que tu démontres par tes actes. Épictète affirmait que le progrès se mesure en actes, pas en paroles. Chaque habitude est une preuve silencieuse de qui tu es et de qui tu es en train de devenir. Lorsque ta journée est remplie d'actions alignées avec tes valeurs, l'insécurité perd de sa force, car tu n'as pas besoin d'approbation externe pour savoir que tu construis un caractère solide. Marc Aurèle, au milieu de ses responsabilités en tant qu'empereur, trouvait dans la répétition de pratiques quotidiennes la clarté pour rester fort. Son journaling, sa réflexion constante, sa discipline au milieu du chaos étaient des habitudes qui renforçaient son identité en tant que leader serein et inébranlable.
Sénèque avertissait aussi que nous ne pouvons pas attendre des résultats différents si nous ne changeons pas nos habitudes. La sécurité ne naît pas d'une pensée isolée, elle naît d'une discipline répétée jusqu'à ce qu'elle devienne nature. En pratique, cela signifie choisir consciemment quelles habitudes tu veux qui définissent ta vie. James Clear explique que chaque action que tu répètes est un vote pour la personne que tu es en train de devenir. Si chaque jour tu te lèves et pratiques le silence au lieu de réagir avec colère, tu votes pour le calme. Si chaque jour tu entraînes ton corps, tu votes pour la force. Si chaque jour tu écris tes pensées, tu votes pour la clarté. La somme de ces votes crée une identité qui ne s'effondre pas face au jugement d'autrui. Ryan Holiday rappelle que la discipline quotidienne est ce qui construit le caractère. Robin Sharma insiste sur le fait que ton matin définit ta journée et ta journée définit ta vie. Si tu comprends cela, tu verras qu'il ne s'agit pas de grands sacrifices, mais d'habitudes simples, répétées avec cohérence, qui renforcent la sécurité de l'intérieur. Construire des habitudes qui renforcent ton identité, c'est déclarer que ta valeur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ce que tu choisis de faire chaque jour. L'insécurité naît de l'incohérence, quand tu dis être quelque chose et que tu agis d'une autre manière. La sécurité naît de la congruence, lorsque tes actes confirment tes paroles. Et chaque habitude que tu choisis est une brique de plus dans ce mur qui protège ta confiance. Si tu veux vaincre l'insécurité, ne cherche pas de miracle, construis des habitudes, et que ces habitudes te rappellent, par des faits, que tu es plus fort que ce que ton esprit a jamais cru. 6. Utilise le journaling stoïcien comme outil de clarté. L'esprit ressemble à une pièce sombre. Là-bas, les pensées s'accumulent comme des meubles désordonnés, et chaque fois que tu essaies de marcher, tu trébuches, tu tombes et tu te fais mal. Le journaling est comme allumer la lumière. Il ne change pas ce qui est dans la pièce, mais il te permet de le voir clairement, de déplacer ce qui gêne et de mettre de l'ordre dans le chaos. Quand tu écris ce que tu penses, l'insécurité perd de son pouvoir, car ce qui semblait être un énorme monstre dans ta tête se transforme en mots que tu peux observer, analyser et transformer. Marc Aurèle a laissé un héritage que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de méditation. Mais à son époque, il ne s'agissait que de notes personnelles, de réflexions privées pour organiser son esprit et se rappeler ses principes. Ces pages étaient sa façon de s'entraîner à la clarté et de ne pas se laisser emporter par le bruit de son époque. C'est le pouvoir du journaling, transformer tes pensées en un miroir qui te renvoie la vérité sans fioriture. Épictète enseignait que ce qui est important n'est pas ce qui se passe, mais l'interprétation que nous en faisons. En écrivant, tu démasques ces interprétations et tu découvres que beaucoup de tes insécurités ne sont pas des réalités, mais des distorsions que tu nourris toi-même. Sénèque, avec son idée de réviser chaque jour comme s'il s'agissait d'un jugement, pratiquait quelque chose de similaire. Examiner ses actes et ses pensées pour les corriger à temps, avant qu'ils ne deviennent des chaînes invisibles. En pratique, le journaling stoïcien ne nécessite pas de rituel compliqué. Il suffit de prendre un cahier et de répondre chaque jour à des questions simples mais profondes. Qu'est-ce qui m'a inquiété aujourd'hui et pourquoi? Qu'est-ce qui était sous mon contrôle et qu'est-ce qui ne l'était pas? Qu'ai-je appris de mes erreurs? Qu'est-ce que je peux améliorer demain? Ces questions agissent comme un scalpel, coupant le brouillard mental et révélant l'essentiel. Ryan Holiday suggère d'écrire comme un moyen de vider l'esprit et de le garder affûté. James Clear rappelle que ce qui est mesuré et observé s'améliore. Le journaling combine ces deux idées. Tu n'observes pas seulement tes pensées, tu enregistres aussi tes progrès, ce qui te permet de voir comment l'insécurité diminue lorsque tu la confrontes avec des mots. Robin Sharma ajoute que l'écriture est une conversation avec ton moi le plus profond, et dans cette conversation, tu trouves une clarté qui apparaît rarement au milieu du bruit. Le journaling stoïcien est en essence un acte de courage. Parce que s'asseoir pour écrire signifie affronter ta vérité sans masque, sans filtre et sans excuse.
c'est reconnaître tes peurs, tes échecs et tes doutes, mais aussi tes réussites, ta discipline et ta capacité à grandir. Si tu fais de cette habitude une partie de ta vie, tu découvriras que l'insécurité cesse d'être une ombre qui te poursuit et devient un matériau que tu peux modeler. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir en sécurité pour écrire. Commence par ton insécurité. Vide-la sur le papier et observe comment elle devient gérable. Ce cahier deviendra un allié silencieux, un témoin de ta transformation et une preuve que la clarté ne vient pas de l'extérieur, mais du travail constant de regarder à l'intérieur avec une brutalité honnête. 7. Choisis de vivre dans le présent. L'insécurité est comme une ombre qui semble toujours plus grande lorsque tu regardes trop loin. Si tu te concentres sur le passé, l'ombre te rappelle chaque erreur et te lie avec des chaînes de regrets. Si tu te projettes dans le futur, elle s'étire encore plus, te montrant des peurs qui ne se sont même pas encore produites. Ce n'est que dans le présent que l'ombre se réduit à ta taille réelle. C'est la clé. Tant que ton esprit vit dans des temps qui n'existent pas, ta sécurité sera fragile. Les stoïciens comprenaient que la seule vie que nous possédons est celle qui se déroule maintenant. Marc Aurèle disait que ce n'est pas la mort que nous devons craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Et vivre, dans son enseignement, n'était rien d'autre que de se concentrer sur ce qui est devant nous, sur le moment que nous avons entre les mains. L'insécurité naît lorsque tu perds cette attention, lorsque ton énergie est gaspillée dans des batailles passées ou à anticiper des jugements qui ne viendront peut-être jamais. Sénèque avertissait que les gens se plaignent de la brièveté de la vie, mais la gaspillent sur ce qu'ils ne contrôlent pas. C'est la racine de l'insécurité. Vivre dans des scénarios imaginaires au lieu d'agir ici et maintenant. Le présent n'a pas besoin de déguisement, il n'a pas besoin d'approbation, il ne demande que de l'action consciente. Épictète insistait sur le fait que la liberté commence lorsque nous cessons de nous attacher à ce qui échappe à nos mains. Le passé ne peut plus être modifié, le futur n'existe pas encore. La seule décision réelle a lieu aujourd'hui, à cet instant. Et si tu te concentres à le vivre avec intégrité, l'insécurité s'affaiblit, car tu ne nourris plus le monstre de la comparaison, ni le fantôme de la peur. En pratique, vivre dans le présent signifie entraîner ton attention. Tu peux le faire avec des actes simples. Te concentrer vraiment sur une conversation au lieu de penser à comment tu es perçu, profiter d'un repas sans regarder ton téléphone, terminer une tâche avec toute ton énergie sans être obsédé par le résultat. Chacun de ces moments est un rappel que ton pouvoir est dans le maintenant. Ryan Holiday écrit que la vie est détruite lorsque nous permettons à l'esprit de divaguer sans contrôle. James Clear montre comment de petites habitudes quotidiennes, appliquées avec présence, changent l'identité d'une personne plus que tout plan futur. Robin Sharma enseigne que la maîtrise personnelle se construit dans ces minutes où tu choisis d'être complètement présent, car ce sont les seules qui t'appartiennent vraiment. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer ce qui a été ou cesser de planifier ce qui vient, cela signifie ne pas rester coincé en eux. Ta sécurité ne se construit pas sur des souvenirs ni sur des suppositions, elle se construit sur des actes concrets. Si tu choisis ce moment comme le terrain pour démontrer ta force, il n'y aura plus d'ombre qui puisse grandir plus que toi. Et chaque jour où tu pratiques ce choix, l'insécurité s'éteindra comme un écho qui n'a plus personne à tourmenter. 8. Remplace la comparaison par l'amélioration personnelle. La comparaison est comme une cage de miroir. Tu regardes d'un côté et tu vois quelqu'un qui semble plus réussi. Tu regardes de l'autre et tu trouves quelqu'un qui semble plus heureux. Tu regardes derrière et quelqu'un semble plus fort. Tu regardes devant et quelqu'un semble plus intelligent. Plus tu te regardes dans ces reflets étrangers, plus tu te sens petit. Le piège est que aucun de ces miroirs ne montre ta réalité. Il ne projette qu'une illusion qui déforme ta valeur. Le stoïcisme enseigne que le seul vrai juge de ta vie, c'est toi-même. Marc Aurèle a écrit que l'envie naît de l'oubli, que chaque personne suit son propre chemin.
Quand tu vis en regardant constamment ce que font les autres, tu perds de vue ton chemin et ton énergie est gaspillée sur un terrain que tu ne pourras jamais contrôler. Tu n'es pas le maître des victoires des autres, mais tu peux être le maître de ton progrès quotidien. Sénèque l'expliquait clairement, celui qui vit pour l'opinion des autres n'est jamais libre. La comparaison constante est justement cela, une esclavage déguisé en motivation. Tu crois qu'en te mesurant aux autres, tu trouveras des forces, mais en réalité, tu ne fais qu'alimenter l'insécurité. Chaque réussite extérieure devient un rappel de ton supposé manque, alors que la vérité est que ta seule mesure valable est combien tu as progressé par rapport à hier. Épictète soulignait que nous devons nous mesurer à nous-mêmes et non au monde. C'est cette attitude qui transforme la comparaison en amélioration personnelle. Il ne s'agit pas d'ignorer les succès des autres, mais de les utiliser comme inspiration sans les transformer en chaîne. La question ne devrait jamais être si tu es meilleur que quelqu'un d'autre, mais si tu es meilleur que ta version d'hier. En pratique, cela signifie tenir un registre de ton propre progrès. James Clear enseigne que ce qui est mesuré s'améliore. Si tu mesures tes pas sur ton propre chemin, la comparaison externe perd de sa force. Ryan Holiday insiste sur le fait que la grandeur se construit en silence, dans la discipline de te surpasser toi-même sans chercher de trophées immédiats. Robin Sharma rappelle que le véritable leadership commence par la maîtrise personnelle. Toutes ces idées convergent vers la même chose. Le seul rival qui compte, c'est toi. Chaque fois que tu tombes dans la tentation de te comparer, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux améliorer aujourd'hui pour être plus fort qu'hier? Peut-être lire une page de plus, s'entraîner 5 minutes de plus, parler plus clairement, ou simplement garder son calme dans une situation qui te déstabilisait auparavant. Ces petites victoires personnelles s'accumulent et forment une confiance qu'aucun miroir ne peut enlever. Remplacer la comparaison par l'amélioration personnelle, c'est briser la cage de miroir et décider de marcher en regardant devant soi. Lorsque ton énergie est dirigée vers ta propre croissance, tu arrêtes de te sentir inférieur à cause des réussites des autres et tu commences à gagner confiance en ce que tu construis. Et là, l'insécurité se transforme en poussière parce que tu n'as plus besoin de te mesurer à quelqu'un d'autre pour savoir qui tu es. Comprends-le. 9. Fais de la congruence ton plus grand bouclier. L'incohérence est comme marcher avec une armure faite de papier. De l'extérieur, il semble que tu es protégé, mais au premier frottement, elle se déchire et laisse tout à découvert. Ainsi vit celui qui dit une chose et en fait une autre, qui prétend être sûr de lui alors qu'il est rongé par le doute à l'intérieur. L'insécurité se nourrit de cette incohérence, car ton esprit sait quand tu n'es pas fidèle à ce que tu prétends croire. En revanche, lorsque tes actes et tes paroles sont alignés, une véritable armure se forme, une qui ne dépend pas de l'approbation externe, mais de la force interne de ta cohérence. Le stoïcisme insistait sur le fait que le caractère se mesure en action. Marc Aurèle répétait que ce qui définit un homme ne sont pas ses discours, mais comment il vit son quotidien. Épictète avertissait qu'il ne suffit pas de parler de philosophie, il faut la vivre. Et Sénèque, avec son ton direct, assurait que personne ne peut se dire sage si sa vie contredit ce qu'il prêche. Toutes ces voies convergent vers une vérité. La congruence est la racine de la sécurité. L'incohérence épuise parce qu'elle crée un conflit interne. Tu dis que tu es discipliné, mais tu repousses chaque tâche. Tu affirmes que l'opinion des autres ne t'importe pas, mais tu ajustes ta vie pour plaire aux autres. Tu te promets du courage, mais tu es paralysé par des excuses. Ce désajustement ne passe pas inaperçu pour ton esprit. C'est un rappel constant que tu ne peux pas te faire confiance, et c'est pourquoi l'insécurité apparaît. Au contraire, chaque fois que tu agis en cohérence avec tes principes, tu renforces ton identité. Peu importe si le monde applaudit ou critique, ta sécurité n'en dépend pas, car tu sais que tu es fidèle à ton essence. Ryan Holiday explique que l'intégrité n'a pas besoin de témoins, car elle se soutient seule. James Clear ajoute que chaque habitude congruente est une preuve tangible de qui tu es.
Et Robin Sharma rappelle que la grandeur se construit dans la congruence entre ce que tu penses, dis et fais. Pratiquer la congruence ne signifie pas la perfection, cela signifie l'engagement. Cela signifie que si tu valorises l'honnêteté, tu la pratiques même dans les petits détails. Que si tu dis que tu cherches la discipline, tu ne trahis pas ta parole avec des excuses quotidiennes. Que si tu aspires à être fort, tes actes ne contredisent pas cette aspiration. Chaque geste, chaque décision est une opportunité pour confirmer ton identité ou pour l'affaiblir. La congruence est un bouclier, parce qu'elle te libère du jugement externe. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, car ta vie parle pour toi. L'insécurité s'estompe lorsqu'il n'y a pas de contradiction qui puisse te trahir. Si ton intérieur et ton extérieur sont alignés, il n'y a pas d'attaque qui puisse traverser cette armure. La question est claire. Veux-tu continuer à porter un déguisement qui se brise au premier coup, ou préfères-tu forger un bouclier qui t'accompagne dans chaque bataille de la vie? 10. Répète avec des actes la vérité de ta valeur. Les mots sont comme des empreintes dans le sable, effacées par le premier vent. Les actes, en revanche, sont comme des pierres taillées dans la montagne. Ils restent même si le temps passe. L'insécurité profite lorsque ta vie est pleine de mots qui ne tiennent pas, de promesses qui ne sont jamais tenues et d'intentions qui restent en suspens. Ce n'est que lorsque tu répètes avec des actes la vérité de ta valeur que ton esprit commence à croire ce que tu dis et l'insécurité perd du terrain. Les stoïciens ont été clairs. Peu importe combien tu parles de vertu si tu ne la pratiques pas. Épictète avertissait qu'un homme ne se mesure pas par ce qu'il déclare, mais par ce qu'il fait sous pression. Marc Aurèle, au milieu de la guerre et du chaos, écrivait que chaque jour devait être un test de cohérence, non pas pour les autres, mais pour lui-même. Sénèque ajoutait que la vie courte devient suffisante lorsqu'elle est vécue avec des actions fermes et non avec des discours vides. Tous étaient d'accord sur une chose. La valeur se démontre dans la pratique quotidienne. L'insécurité grandit lorsque ton esprit détecte la distance entre ce que tu penses et ce que tu fais. Tu dis que tu es capable, mais tu recules face aux défis. Tu te dis discipliné, mais tu cèdes au confort. Ta bouche affirme ce que tes actes nient, et cette contradiction est nourriture pour le doute. C'est pourquoi répéter avec des actes la vérité de ta valeur est un entraînement contre l'insécurité, car tu transformes ta parole en fait que ton esprit ne peut plus remettre en question. James Clear l'explique à partir de la science des habitudes. Chaque action que tu répètes est un vote pour ton identité. Il ne suffit pas de le penser ni de le désirer. Il faut le prouver. Ryan Holiday insiste sur le fait que les stoïciens ne cherchaient pas à être admirés, ils cherchaient à vivre selon leurs principes, et c'est dans cette répétition silencieuse que résidait leur véritable force. La douleur d'une rupture ne se mesure pas en souvenirs ni en promesses brisées. Elle se mesure à la manière dont elle nous brise de l'intérieur. C'est comme un miroir qui se brise et nous force à voir toutes les fissures que nous cachions. Insécurité, vide et dépendance qui étaient déjà là, mais qui maintenant sont impossibles à ignorer. Une perte affective n'est pas seulement l'absence de l'autre, c'est aussi l'écho de ce que nous croyions être et de ce que nous pensions avoir besoin pour nous sentir complets. La philosophie stoïcienne nous confronte à une vérité inconfortable. Ce qui fait mal n'est pas ce que l'autre a fait ou n'a pas fait. Ce qui fait mal est l'interprétation que nous faisons de cette absence, l'histoire que nous inventons dans notre tête et la résistance à accepter ce qui ne peut plus être changé. Les stoïciens ne niaient pas la douleur. Ils l'acceptaient comme faisant partie de la vie. Mais ils refusaient d'en être esclaves. Et c'est la première leçon que nous devons comprendre. Nous ne pouvons pas contrôler ce que quelqu'un décide, mais nous pouvons contrôler ce que nous faisons avec notre esprit, avec nos émotions et avec la manière dont nous affrontons la réalité. Guérir ne signifie pas effacer le passé, ni prétendre que rien ne s'est passé. Guérir, c'est assumer le coup avec dignité, arrêter de se traîner à la recherche d'explications et lever les yeux vers soi-même, car c'est là que réside la racine de tout pouvoir. La solitude cesse d'être une punition lorsqu'elle devient un refuge.
Le silence cesse d'être un vide lorsqu'il se transforme en stratégie. La douleur cesse d'être un ennemi lorsque vous la regardez comme un maître. Ce chemin n'est ni confortable ni rapide, mais c'est le seul qui vous rend la liberté. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait que quelqu'un revienne à vous, mais dans le fait que vous reveniez à vous-même. Ce sera le trajet de ce scénario. 8 leçons stoïciennes pour arrêter de supplier, pour rompre avec les chaînes invisibles de la dépendance, pour retrouver la sérénité, et surtout, pour se rappeler que votre valeur n'a jamais été dans ce que quelqu'un vous donnait, mais dans ce que vous êtes capable de construire en vous-même. 1. Réveille-toi du mirage et arrête d'embellir ce qui est déjà terminé. Un mirage dans le désert peut te faire courir jusqu'à l'épuisement, convaincu que tu verras de l'eau, alors qu'en réalité, tu ne fais que poursuivre une illusion qui n'a jamais existé. Il en va de même après une rupture. L'esprit s'accroche aux souvenirs, les embellit, leur donne de l'éclat et finit par construire une version de la relation qui n'a jamais été réelle. Dans ce processus, on s'enferme soi-même dans une prison invisible, alimentée par la nostalgie et le désir de sauver ce qui a déjà été perdu. La première étape pour guérir est brutale, mais nécessaire. Se réveiller du mirage et arrêter d'embellir ce qui est déjà terminé. La douleur ne naît pas uniquement de ce que l'autre a fait, mais de ce que tu décides de garder vivant dans ta mémoire. Idéaliser celui qui n'est plus là, c'est comme rallumer un feu qui s'est éteint, mais le nourrir avec des cendres. Les stoïciens insistaient sur la clarté de la perception, voir les choses telles qu'elles sont, pas comme on voudrait qu'elles soient. Marc Aurèle disait que la souffrance augmente lorsque tu t'obstines à résister à la vérité, et ici, la vérité est simple. Cela, c'est terminé. Peu importe combien tu t'accroches, le passé ne revient pas, et l'embellir ne fera qu'approfondir ta blessure. Arrêter d'embellir ne signifie pas haïr ni mépriser ce qui a été vécu. Cela signifie le regarder avec froideur et objectivité, sans embellissement ni justification. Cette personne avait des vertus et des défauts. Il y a eu des moments bons et des moments misérables. Il y a eu de la présence et aussi de l'abandon. La relation a été ce qu'elle a été, pas ce que ton esprit veut raconter maintenant pour soutenir un espoir inexistant. L'esprit humain est habile pour se tromper, pour construire des fictions où il ne reste que des ruines. Mais la philosophie stoïcienne te rappelle que ton devoir est de revenir à la réalité, car c'est là que se trouve ta liberté. Le mirage se nourrit aussi de phrases internes comme « peut-être qu'il changera »,« peut-être qu'il me cherchera », « peut-être que ce que nous avons vécu signifie quelque chose de plus ». Ce « peut-être » est le piège qui paralyse, qui vole ton énergie et te maintient à genoux en attendant ce qui ne reviendra pas. Tu n'as pas besoin d'embellir avec de faux espoirs ce qui n'existe plus. Tu as besoin de te lever et d'accepter qu'un cycle s'est terminé. Les stoïciens répétaient qu'il ne s'agit pas de ce que nous perdons, mais de ce que nous faisons avec ce qui reste. Et ce qui reste maintenant, c'est toi, ta volonté, ta capacité à te relever et à regarder vers l'avant sans chaîne. Guérir commence par la cruauté de regarder la blessure sans embellissement. Reconnaître que la relation est terminée n'est pas une reddition, c'est du courage. C'est la décision de ne pas laisser ton esprit continuer à peindre en couleur un tableau qui est en réalité vide. Demande-toi avec honnêteté, à quoi je m'accroche ? À la personne réelle ou à l'image que j'ai inventée d'elle ? Est-ce que je m'ennuie de ce qui existait ou de ce que j'imaginais qui existait ? Chaque réponse ouvrira un espace de clarté qui te libérera de l'auto-tromperie. La voie stoïcienne n'adoucit pas la vérité, elle l'affronte. Et dans cette première étape, la leçon est claire. Arrête d'embellir le passé. Lâche-le comme quelqu'un qui se réveille d'un rêve et comprend que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parce que tant que tu continueras à embellir ce qui est déjà terminé, tu resteras enchaîné au mirage. Mais lorsque tu ouvriras les yeux et le regarderas tel qu'il a été, tu commenceras à marcher vers ta propre liberté. Et là, tu découvriras que l'eau que tu cherchais n'a jamais été dans le désert de quelqu'un d'autre. Elle a toujours été en toi. 2.
Lâche l'obsession de comprendre et embrasse ce qui est simplement. Imagine que tu marches dans un labyrinthe sans issue, convaincu que si tu explores chaque coin encore et encore, tu trouveras la porte que tu cherches tant. Le problème est que ce labyrinthe n'a jamais eu de sortie, et plus tu tournes en rond, plus tu te sens pris au piège. C'est ainsi que fonctionne l'obsession de comprendre pourquoi quelqu'un est parti, pourquoi il a agi d'une certaine manière, pourquoi il a dit une chose, et ensuite en a fait une autre. L'esprit s'accroche à la recherche d'explications, comme si trouver une réponse effacerait la douleur. Mais ce qui finit par se produire est le contraire. Chaque question sans réponse devient un mur plus haut en toi. Les stoïciens nous rappellent qu'une des plus grandes causes de souffrance est de vouloir contrôler ce qui est hors de notre portée, et comprendre pourquoi quelqu'un a pris une décision appartient à ce territoire étranger. Tu peux passer des nuits entières à analyser des gestes, des mots et des moments, mais tu n'auras jamais une vérité complète parce que cette vérité est dans l'esprit et le cœur de l'autre, pas dans le tien. À quoi bon dépenser de l'énergie sur ce que tu ne peux pas posséder? L'obsession n'est rien de plus qu'un boulet qui te lie à ce qui est déjà passé, un poids inutile qui affaiblit ton présent. Embrasser ce qui est signifie accepter la réalité dans sa crudité. C'est fini, ça a changé, c'est parti. Il n'y a pas de manuel d'instruction ni d'explication qui rendent le vide plus supportable. L'obsession cherche des certitudes, mais la vie ne fonctionne pas selon tes demandes. C'est ici que la philosophie stoïcienne devient épée et bouclier. Tu ne peux pas choisir ce que les autres font, mais tu peux choisir comment tu réagis. Et ta réponse doit être de lâcher l'exigence de tout comprendre. La sérénité naît lorsque tu arrêtes de mendier des réponses et commences à vivre avec ce que tu as entre les mains, le présent. L'obsession de comprendre est aussi un déguisement de la peur. La peur d'accepter que tu as été remplacé, que tu ne fais plus partie de l'avenir de cette personne, que la promesse a été brisée. Tant que tu es obsédé par les raisons, tu évites de faire face au véritable coup. La relation est terminée et tu dois avancer sans cette personne. Mais n'est-il pas plus courageux de faire face à la vérité de front que de continuer à errer dans des hypothèses sans fin? Marc Aurèle a écrit que « si ce n'est pas sous ton contrôle, laisse-le partir ». C'est l'essence de cette leçon. Ce n'est pas sous ton contrôle de connaître toutes les causes, mais c'est à toi de rompre avec le cycle de questions qui te saignent. Demande-toi, qu'est-ce qui change dans ta vie si un jour tu reçois la réponse exacte que tu cherchais? Peut-être rien parce que la situation ne recule pas et ne s'efface pas. Le passé est déjà écrit. Alors, la seule action cohérente est de lâcher l'obsession et d'accepter le mystère comme une partie inévitable de l'existence. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être en paix. Tu as besoin d'accepter que la paix dépend de toi, pas de la clarté que l'autre peut te donner. L'obsession devient un poison lorsqu'elle te vole du temps, de l'énergie et de la dignité. Chaque minute que tu consacres à tourner autour du pourquoi est une minute que tu perds pour te construire. En revanche, embrasser ce qui est te rend du pouvoir. Il n'y a pas de réponse, et tu n'en as pas besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de respirer, d'observer la réalité sans fioriture et d'avancer avec détermination. Ainsi, le labyrinthe s'évapore, non pas parce que tu trouves la sortie, mais parce que tu comprends que tu n'as jamais eu à y entrer. C'est la véritable victoire. Arrêter de chercher des explications dans l'incontrôlable et tourner ton regard vers l'intérieur où tu peux créer de la clarté. Lâche l'obsession de comprendre et tu verras comment le silence de l'acceptation devient le terrain fertile où ta force commence à grandir. 3. Brise la chaîne invisible de croire que quelqu'un te doit de rester. Une chaîne n'est pas toujours en fer visible et lourd. Parfois, la chaîne la plus oppressante est celle que l'on ne voit pas, celle qui se forme dans l'esprit avec l'idée erronée que quelqu'un est obligé de rester à tes côtés pour toujours. C'est comme attacher une autre personne avec des fils invisibles et vivre avec l'illusion que ces fils ont la force de l'acier. Mais tôt ou tard, cette personne bouge, brise l'illusion et te laisse regarder tes mains vides.
Et ce qui fait vraiment mal, ce n'est pas son départ, mais la tromperie d'avoir cru qu'elle te devait de rester. L'amour n'est pas un contrat d'esclavage, ni un serment éternel écrit dans la pierre. C'est un choix libre qui se renouvelle ou s'éteint à chaque instant. L'erreur que beaucoup commettent après une rupture est de se sentir trahi par une dette inexistante, comme si l'autre personne avait l'obligation morale de rester, peu importe quoi. Mais d'un point de vue stoïcien, la réalité est claire et crue. Personne ne te doit de rester. Chaque individu est maître de ses décisions, et exiger le contraire, c'est essayer de posséder ce qui ne t'a jamais appartenu. Les stoïciens enseignaient que la racine de la souffrance est de désirer que la vie soit différente de ce qu'elle est. Croire que quelqu'un devait rester avec toi est le désir déguisé en droit. Et quand cette personne s'en va, ce qui se brise vraiment n'est pas la relation, mais le fantasme de contrôle que tu as fabriqué. En te cramponnant à cette idée, tu deviens le prisonnier d'un devoir qui n'a jamais existé. La douleur, à ce stade, devient un maître si tu sais l'écouter. Elle t'apprend que rien ni personne n'est garanti, que tout ce qui arrive dans ta vie est emprunté, et que la seule permanence véritable est celle que tu construis en toi-même. Briser cette chaîne invisible exige du courage. Cela exige d'arrêter de te demander pourquoi quelqu'un n'a pas répondu à ton attente et de commencer à te demander pourquoi tu pensais qu'il devait le faire. Cette question change tout, car elle redonne le pouvoir à tes mains. Il ne s'agit plus de ce que l'autre a fait ou n'a pas fait, il s'agit de ce que tu as créé dans ton esprit. Et si la chaîne est née dans ton esprit, elle peut aussi y être brisée. Penser que quelqu'un te devait de rester est un piège qui nourrit le ressentiment. Il nourrit des phrases comme « après tout ce que j'ai fait pour toi » ou « tu me dois de la loyauté pour ce que nous avons vécu ». Mais ces phrases ne révèlent que tu attendais une récompense pour ce que tu donnais, comme si aimer était une transaction. La philosophie stoïcienne coupe cette illusion à la racine. Si tu aimes, fais-le parce que tu choisis de le faire, pas parce que tu espères recevoir la même chose. Et si l'autre personne décide de partir, sa décision ne diminue pas ta valeur, ni n'invalide ce que tu as donné. Cela signifie simplement qu'elle a choisi un autre chemin, et ta tâche n'est pas de l'enchaîner avec des reproches, mais de la laisser partir avec dignité. Te libérer de cette idée ouvre un espace de paix intérieure. Quand tu comprends que personne n'est obligé de rester, tu arrêtes de vivre avec la peur qu'ils partent, et tu apprends à profiter plus intensément pendant qu'ils sont là. Et si un jour ils partent, le coup sera dur, mais il ne te détruira pas, car tu ne verras plus leur départ comme un vol, mais comme un cycle naturel de la vie. Le véritable pouvoir stoïcien se démontre ici. Cesser de réclamer des dettes émotionnelles inexistantes et retrouver la souveraineté sur toi-même. Briser cette chaîne invisible, c'est accepter que la seule permanence sûre est celle que tu construis avec toi-même. C'est la vraie liberté. Ne pas dépendre de quelqu'un pour te sentir complet, parce que tu as déjà appris que ta valeur ne réside pas dans la permanence des autres, mais dans la force que tu cultives en toi. 4. Ferme la fuite d'énergie qui insiste pour chercher là où il n'y a plus de réponse. Une cruche cassée peut sembler entière à première vue, mais peu importe combien d'eau tu essaies de verser dedans, elle finira toujours par se vider. Il en va de même pour ton énergie lorsque tu insistes pour chercher des réponses là où elles n'existent plus. Tu continues à envoyer des messages qui restent sans réponse. Tu continues à observer des signes qui n'arrivent pas. Tu continues à attendre des gestes qui ne seront jamais faits. Cette fuite n'est pas immédiatement visible, mais elle draine lentement ta vitalité, ta dignité et ta force intérieure. Et le plus douloureux est que ce n'est pas l'autre qui la provoque, c'est toi qui tiens la cruche cassée et refuses de la lâcher. L'esprit, désespéré de comprendre ou de récupérer, te pousse à insister encore et encore sur le même point mort. C'est un cercle vicieux. Tu poses des questions, tu doutes, tu attends, tu te frustres, tu poses à nouveau des questions. Le résultat est toujours le même. Plus de vide, plus de fatigue, plus de distance avec toi-même. Les stoïciens
avertissait que dépenser de l'énergie sur ce qui est hors de ton contrôle est se condamner à l'impuissance. Et ici, la vérité est simple. Tu n'as pas de contrôle sur la réponse de celui qui a déjà décidé de se taire, de s'éloigner ou de partir. Insister pour ouvrir cette porte, c'est refuser d'accepter qu'elle a déjà été fermée de l'autre côté. Fermer la fuite d'énergie implique un acte de fermeté. Cela signifie reconnaître que ta valeur ne se mesure pas à la réponse de l'autre. Tu n'as pas besoin d'insister, tu n'as pas besoin de supplier, tu n'as pas besoin de convaincre. Chaque fois que tu répètes ces tentatives, c'est comme si tu enfonçais le couteau plus profondément dans ta propre blessure. La dignité se renforce dans le silence, pas dans l'insistance. En refusant de continuer à alimenter cette fuite, tu commences à récupérer le pouvoir que tu as cédé. Le problème est que beaucoup confondent lâcher prise avec abandon. Ils pensent que cesser de chercher, c'est perdre la bataille, alors qu'en réalité, c'est la seule façon de la gagner. Car la vraie victoire ne consiste pas à forcer l'autre à te donner ce que tu veux, mais à décider que tu n'as plus besoin de gaspiller ta vie à poursuivre ce qui ne dépend pas de toi. Marc Aurèle le disait clairement, la tranquillité arrive quand tu arrêtes de te préoccuper de ce que tu ne peux pas contrôler. Et ici, tu ne contrôles pas la réponse de l'autre, mais tu contrôles ta décision de ne plus gaspiller ton énergie. Observe combien d'énergie mentale et émotionnelle est perdue dans cette fuite. Des jours à penser à comment écrire le message parfait, des heures à vérifier si la personne était connectée, des nuits à attendre une notification qui n'arrive jamais. Tout ce temps pourrait être investi en toi, dans ton corps, dans ton esprit, dans ta croissance. Mais tu le donnes en tribut à un lieu vide, comme si ta vie ne valait pas plus qu'une tentative désespérée. C'est le piège. Tu donnes le meilleur de toi à un puits sec. Fermer la fuite, ce n'est pas seulement couper le contact, c'est couper l'espoir inutile qui l'alimente. C'est accepter qu'il n'y aura plus d'explication ni de fin différente. C'est récupérer ton énergie comme celui qui retire sa main du feu qui le brûle. Oui, ça fait mal, mais ça te rend la force que tu donnais. Et cette force est celle dont tu as besoin pour te reconstruire. La philosophie stoïcienne ne t'invite pas à te résigner, elle t'invite à résister avec clarté, à cesser de te voler à toi-même l'énergie que tu pourrais investir pour grandir. Chaque fois que tu te surprends à chercher là où il n'y a pas de réponse, souviens-toi, cette cruche est cassée et aucun effort ne la remplira. Arrête de te vider dedans. Garde-toi pour toi. Reconstruis ta force et dirige cette énergie vers la seule chose que tu peux contrôler. Ton esprit, ta vie, ton avenir. C'est la leçon. Fermer la fuite n'est pas perdre. C'est commencer à vraiment gagner. 5. Reconnais que tout dans la vie est emprunté et apprends à lâcher prise sans résistance. Pense à un jardin au printemps. Les fleurs éclosent, illuminent le paysage et parfument l'air, mais tôt ou tard, elles se fanent. Personne ne peut forcer une fleur à rester dans sa splendeur éternelle, car sa beauté est un prêt de la nature. Il en va de même pour les personnes et les relations. Elles arrivent dans notre vie comme des cadeaux empruntés, nous accompagnent pendant un certain temps, mais ne sont pas des possessions éternelles. L'erreur est de croire que nous pouvons tout retenir, comme si ce que nous recevions était une propriété et non un prêt. Et c'est cette illusion qui fait que lâcher prise fait plus mal que nécessaire. La philosophie stoïcienne est claire, rien ne nous appartient complètement. Ni les personnes, ni les moments, ni même notre propre corps. Tout ce que nous avons est sujet au changement, à la perte et à la fin. Sénèque l'enseignait en disant que nous vivons comme si nous étions propriétaires de tout, alors qu'en réalité, nous ne sommes que des locataires temporaires dans la vie. Accepter que tout est emprunté n'est pas un acte de froideur, c'est un acte de liberté. Parce que lorsque tu comprends que rien ne t'appartient, tu apprends à apprécier ce qui arrive sans t'obséder à le retenir. Et tu apprends à lâcher prise sans devenir esclave de la douleur. Résister à lâcher prise est comme s'accrocher à une corde qui glisse de tes mains. Plus tu serres, plus tu te coupes la peau, et à la fin la corde s'en va quand même.
La vie ne demande pas si tu es prêt à perdre. Elle te prend simplement ce qu'elle considère avoir accompli son cycle. Tu ne décides pas combien de temps cela dure. Tu décides seulement comment tu réagis quand cela part. Et voici la leçon stoïcienne. Lâcher prise sans résistance est un signe de force, car cela montre que tu comprends la nature de la vie et que tu n'es pas prêt à t'épuiser en luttant contre l'inévitable. Cela ne signifie pas que tu ne dois pas valoriser ce que tu as. Au contraire, cela signifie que tu dois le valoriser davantage parce que tu sais que cela ne durera pas éternellement. Si quelqu'un a été dans ta vie et a partagé des moments avec toi, remercie ce temps comme tu remercies une fleur qui parfume pendant quelques jours. Mais ne t'accroche pas quand elle se fane, parce que ta tâche n'est pas d'éviter sa fin, mais d'apprendre de sa présence et de continuer à marcher avec dignité. La gratitude transforme la perte en enseignement, tandis que la résistance la transforme en souffrance. L'attachement naît de l'illusion de propriété. Tu crois que cette personne était tienne, que l'histoire était éternelle, que l'avenir était garanti. Mais quand le destin change de cap, l'illusion s'effondre. La clé est de démonter cette illusion de l'intérieur. Rien n'était à toi. Tout était un prêt. Et comme un bon locataire, tu dois le rendre sans te détruire dans le processus. Marc Aurèle l'a résumé avec précision. Reçois sans orgueil, lâche sans attachement. La résistance à lâcher prise est aussi une résistance à grandir. Parce que tant que tu t'accroches, tu restes figé dans le passé, dépensant ta force à essayer de revivre ce qui est déjà mort. En revanche, quand tu lâches prise, tu te libères pour recevoir du nouveau, pour créer de l'espace dans ta vie et en toi. Lâcher prise n'est pas un vide, c'est une ouverture. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est une maturité. Demande-toi, combien de souffrance vient réellement de la perte et combien de ton refus d'accepter que c'était emprunté? Chaque fois que tu y penses, rappelle-toi le jardin. Les fleurs ne sont pas éternelles, et pourtant personne ne cesse de les admirer par peur que leurs pétales tombent. Apprends à aimer comme on admire une fleur, intensément tant qu'elle existe, reconnaissant quand elle part, sans prétendre arrêter ce qui n'a jamais été sous ton pouvoir. C'est le pouvoir stoïcien, vivre en sachant que tout ce qui arrive peut partir, et pourtant ne pas perdre la paix quand cela part. Reconnaître que tout dans la vie est emprunté ne te rend pas froid. Cela te rend libre. Parce que pendant que d'autres se détruisent en s'accrochant, tu marches léger, avec la certitude que rien ne t'appartient, mais que tout peut enrichir ton chemin si tu sais le recevoir et le lâcher avec la même grandeur. 6. Regarde la douleur comme ton miroir le plus honnête et laisse-la te montrer ce qui est en suspens. Un miroir n'embellit jamais ce qu'il reflète. Si tu as une cicatrice, il la montre. Si ton visage est fatigué, il le révèle. Il n'invente pas, il ne cache pas, il n'adoucit pas. La douleur fonctionne de la même manière. Elle devient un miroir brutalement honnête qui t'expose tout ce que tu avais préféré ignorer. Et bien que beaucoup fuient, les stoïciens comprenaient que fuir la douleur, c'est fuir soi-même. Parce que chaque blessure émotionnelle parle non seulement de ce que tu as perdu à l'extérieur, mais aussi de ce qui reste à guérir en toi. Quand tu traverses une rupture, le plus facile est de blâmer l'autre, de pointer ses défauts, de rester coincé dans ce qu'il t'a fait. Mais la douleur, quand tu la regardes en face, te dit quelque chose de beaucoup plus profond. Elle te montre tes insécurités, tes dépendances, ta peur d'être seul, tes vides que tu essayais de combler avec la présence de quelqu'un d'autre. C'est la partie inconfortable, parce qu'elle oblige à reconnaître que la souffrance ne naît pas seulement de l'absence, mais de ce que cette absence révèle de toi-même. Et c'est là que se trouve l'opportunité de croissance que peu de gens veulent saisir. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer la douleur, ils l'acceptaient comme une partie inévitable de l'existence. Épictète enseignait que ce qui est important n'est pas ce qui se passe, mais comment tu l'interprètes. La douleur d'une perte peut être vue comme une punition ou comme un maître. Si tu la vois comme une punition, tu te plonges dans le victimisme, tu répètes que la vie est injuste et tu nourris ta rancœur.
Si tu la vois comme un maître, tu apprends de chaque larme, tu te demandes ce qu'elle te révèle et tu utilises cette vérité pour construire une version plus forte de toi-même. Regarder la douleur comme un miroir n'est pas une tâche passive, elle exige du courage. Elle exige de te demander quelle partie de moi attendait que l'autre comble mes vides. Pourquoi me sens-je perdu sans sa présence? Quelles anciennes blessures ont été exposées en partant? Chaque réponse est un bord inconfortable, mais aussi une clé pour te libérer. La douleur n'arrive pas pour te détruire, elle arrive pour te montrer où tu as besoin de travailler sur toi. Le problème est que nous avons tendance à couvrir le miroir avec des distractions. Nous cherchons un divertissement constant, de nouvelles relations, des excès qui engourdissent, mais tout cela ne fait que repousser la rencontre inévitable. Et plus tu fuis la douleur, plus son reflet devient grand. La philosophie stoïcienne propose le contraire. Regarde-la en face, reste en silence avec elle. Laisse-la te dire ce que tu dois entendre même si cela dérange. Parce que ce que tu ignores aujourd'hui se répétera demain, déguisé en nouvelle personne et nouvelle situation, jusqu'à ce que tu y fasses vraiment face. La douleur te révèle aussi ta capacité de résistance. Tu découvres que ce que tu pensais insupportable, tu peux le traverser, que tu n'étais pas aussi fragile que tu le croyais. Chaque jour que tu survis à l'absence te prouve que ta force est plus grande que ce que tu imaginais. Le miroir de la douleur ne montre pas seulement tes blessures, il reflète aussi ta résilience, ta capacité à continuer à marcher malgré le vide. C'est une autre leçon stoïcienne. Tu ne te définis pas par ce que tu as perdu, mais par la façon dont tu réponds aux coups. Accepter la douleur comme un maître ne signifie pas en profiter, cela signifie l'utiliser. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, mais de la transformer en clarté. La douleur te montre ce qui est en suspens. Guérir ton estime de toi, renforcer ton indépendance émotionnelle, apprendre à être avec toi sans te sentir incomplet. L'ignorer, c'est te condamner à répéter les mêmes erreurs. L'écouter, c'est grandir avec chaque cicatrice. C'est pourquoi, quand la blessure brûle, ne te demande pas seulement pourquoi elle fait mal, demande-toi ce qu'elle t'enseigne. C'est l'acte de maturité qui transforme la perte en apprentissage. À la fin, le miroir de la douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton reflet le plus honnête. Et même si sa vérité brûle, cette vérité est celle qui te libère, parce qu'elle t'oblige à te regarder sans fioriture et à construire une vie qui ne dépend de personne d'autre pour se sentir complète. 7. Deviens ta meilleure compagnie et transforme la solitude en refuge. Un phare solitaire au milieu de la mer ne dépend pas des autres bateaux pour briller. Il est là, stable, éclairant même quand personne ne le regarde, même quand l'océan semble vide. C'est ainsi que tu devrais apprendre à être avec toi-même, un phare qui n'a pas besoin de spectateurs pour accomplir sa mission. La solitude cesse d'être une punition lorsqu'elle devient ton refuge, lorsque tu comprends qu'être avec toi n'est pas une condamnation, mais une opportunité de découvrir ta véritable force. Après une rupture, l'esprit a tendance à associer la solitude à un vide, à un abandon, à une défaite. Tu penses que sans la compagnie de l'autre, il n'y a pas de sens, que ta vie perd sa couleur. Mais cette interprétation est une tromperie. La solitude n'est pas une absence, c'est un espace. Un espace pour t'écouter, pour te guérir, pour reconstruire ce que tu avais négligé. Les stoïciens le savaient, celui qui n'apprend pas à être avec lui-même sera l'esclave de n'importe quelle compagnie, car il aura toujours besoin de quelqu'un pour fuir son propre bruit intérieur. Devenir ta meilleure compagnie implique de cesser de voir la solitude comme un vide que tu dois remplir à tout prix. Tu n'as pas besoin de te distraire avec des relations éphémères, avec des excès ou avec un calendrier saturé d'activités qui ne cherche qu'à couvrir le silence. Ce dont tu as besoin, c'est du courage pour t'asseoir avec toi-même, pour affronter tes pensées et découvrir que tu peux te soutenir sans dépendre de personne d'autre. C'est à ce moment-là que la solitude change de visage, de bourreau à maître. L'erreur la plus courante est de confondre la compagnie avec la valeur personnelle. Tu crois que si quelqu'un est à tes côtés, alors tu as de la valeur. Et si ce n'est pas le cas,
alors tu manques de sens. C'est le piège de la dépendance émotionnelle. La pensée stoïcienne offre une alternative radicale. Ta valeur ne provient pas du regard extérieur, mais de la force intérieure que tu cultives dans le calme. Lorsque tu deviens ton propre allié, aucune absence ne parvient à te briser. La solitude te donne aussi l'avantage de la clarté. Au milieu du bruit d'une relation, tes priorités, tes objectifs, ton identité sont souvent perdus. Être seul te force à te demander qui tu es sans masque, ce que tu désires sans influence, où tu veux aller sans dépendre de quelqu'un d'autre. Et ces réponses ne peuvent surgir que dans le silence. Ce qui semblait être un vide finit par être le terrain fertile où germe ton authenticité. Transformer la solitude en refuge ne signifie pas te renfermer ou te déconnecter du monde. Cela signifie utiliser ce temps pour grandir, pour entraîner ton esprit, pour renforcer ton esprit. Marc Aurèle écrivait que l'homme se retire dans les montagnes ou les mers à la recherche de la paix, mais que la véritable paix est en lui-même. C'est la leçon. Tu n'as pas besoin de fuir le monde pour trouver la tranquillité. Tu as besoin d'habiter ton intérieur jusqu'à te sentir chez toi. Fais de ta solitude un lieu sacré où tu construis ta meilleure version. Transforme cet espace en discipline, en lecture, en réflexion, en auto-soin. Alors, lorsque tu décideras de partager avec quelqu'un d'autre, tu le feras à partir de l'abondance et non du manque. Parce que tu ne cherches plus à combler un vide, tu cherches à ajouter de la lumière à celle qui existe déjà en toi. Et c'est là que réside la véritable liberté. Être un phare sans avoir besoin de bateau autour pour justifier ta lumière.